Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre participation à ce webinaire qui est enregistré et donc qui sera disponible ensuite en replay sur la chaîne YouTube du RCCO Occitanie, donc Réseau Compost Citoyen Occitanie. Donc ce soir, nous allons parler de la prévention et de la gestion des déchets verts dans les collectivités. Quels sont les enjeux et solutions possibles? Ce webinaire donc, est organisé et proposé par le réseau Compost Citoyen Occitanie, donc, qui est une association créée en 2019, qui est un réseau qui fédère l'ensemble des actrices et des acteurs du territoire sur la question des biodéchets en Occitanie. On y retrouve à la fois des professionnels de la filière, bureaux d'études, indépendants, associations, mais aussi des collectivités, des communes, des communautés de communes voilà, qui participent à ce réseau. Ça nous permet de réaliser ce type d'informations sous forme de webinaire, mais aussi des réunions d'information, des journées techniques qui ont lieu tout au long de l'année. Aujourd'hui, ce webinaire donc, est à l'intention des membres du réseau Compost Citoyen Occitanie, mais il a été également ouvert plus largement à d'autres participants. Donc, ce que l'on fera, c'est qu'au niveau des questions, je vous remercie si vous pouvez laisser un petit peu la parole plus aux personnes qui sont présentes sur le territoire de l'Occitanie, même si globalement, je pense qu'on pourra prendre les questions de tout le monde. Voici un petit peu donc le programme et du coup j'invite Nicolas Fauris, Christophe Desbans s'il est arrivé, Marie Gérard et Marie-Françoise Calandade d'allumer leur caméra pour que je puisse les présenter. Donc Nicolas Fauris est maître composteur sur une commune du Puy-de-Dôme qui s'appelle Ambert-Livradois-Forez. Donc, c'est 28 000 habitants, 58 communes. Il nous présentera un petit peu ce qu'ils ont mis en place sur leur collectivité. Christophe Desbans est, lui, directeur des services techniques sur la communauté de communes du Srivraisien en Poitou. 36 communes et 28 000 habitants également. Et il nous fera un petit focus sur une action qu'ils ont menée sur le territoire avec les particuliers et une association locale. Marie Gérard est également présente de Mauges Communauté. Elle est chargée de prévention des déchets. Donc, c'est une communauté d'agglomération de 120 000 habitants qui se situe dans le Maine-et-Loire. Et enfin, nous aurons Marie-Françoise Calandade, qui est maire d'Aliat, qui est une mairie qui appartient au SMECTOM du Plantorel, dans l'Ariège. Et c'est une toute petite commune de 56 habitants. Voilà, donc je les remercie déjà pour leur intervention tout à l'heure. Je leur laisserai la parole. Donc le webinaire va se dérouler de la manière suivante. Tout d'abord, je vais vous faire une petite présentation générale sur le contexte en Occitanie, la réglementation sur les déchets verts et quelques ébauches de solutions. Je n'irai pas trop loin puisque je souhaiterais ensuite laisser la parole du coup aux 4 intervenants pour qu'ils nous expliquent plus concrètement ce qu'ils ont réalisé sur leur collectivité et leur commune. Et ensuite, nous passerons à un temps de questions-réponses. Donc, ne soyez pas étonnés, on ne répondra pas aux questions tout de suite. On prendra un temps à la fin parce que je souhaiterais que chaque intervenant puisse avoir le temps de s'exprimer. Et ensuite, on fera un temps de questions qui pourra aussi permettre à chacun des intervenants de s'exprimer sur des questions qui peuvent être transversales pour tous. Donc, petit état des lieux de la situation en Occitanie. Donc, ce que j'ai trouvé assez amusant, c'est que finalement, on a autant de déchets de cuisine et de table
dans nos poubelles d'ordures ménagères résiduelles que de déchets verts dans les déchetteries. C'est environ 74 kilos par habitant et par an. Donc, j'en profite pour vous faire un petit rappel sur les déchets de cuisine et de table, même si ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, ça correspond à 30% des ordures ménagères résiduelles. Et dans ces 74 kilos, il y a 29 kilos qui correspondent à du gaspillage alimentaire. Sur les déchets verts, ça correspond à 30% des tonnages des déchetteries, avant les gravats, avant le tout venant. Donc, ça représente une part très importante de ce que l'on retrouve en déchetterie. On a estimé qu'un mètre carré d'un espace vert correspond à environ 2 kg de biomasse, dont 1,3 va terminer, ne sera pas utilisé comme ressource, donc sera considéré comme un déchet. Alors, je vous repréciserai un petit peu ces chiffres, notamment sur la tonte de pelouse, sachant que c'est très variable et que finalement, ça ne sera pas très intéressant de se pencher sur cette question-là au niveau des collectivités, puisque ce qui va se passer, c'est qu'elles ont réalisé une caractérisation en général et elles pourront nous l'expliquer si ça a été réalisé chez elles à un instant T. Et ensuite, elles vont mettre en place des actions et elles pourront refaire cette caractérisation dans quelques années pour voir si les actions ont porté leurs fruits. Mais ça vous donne quand même un ordre d'idée et je pense que c'est important d'avoir quelques chiffres aussi là-dessus, notamment quand on veut expliquer un petit peu la part des déchets verts en déchetterie à des particuliers. Donc, un déchet vert, qu'est-ce que c'est ? Vous l'aurez tous compris, un déchet d'origine végétale. C'est issu de l'entretien et de la création d'espaces verts, publics ou privés. Dans ce webinaire, on ne parlera pas des déchets verts issus des activités agricoles ou forestières. On va rester sur les déchets verts issus des ménages et des espaces verts publics. Ces déchets verts, ils sont composés de 2 grandes catégories. Vous verrez qu'on ne les traitera pas de la même manière. Les végétaux ligneux, qui sont plutôt les branches et tout ce qui est comme en bois, tronc, et les végétaux non ligneux, qui sont la tonte de pelouse et qui peuvent être aussi les feuilles. Alors, faisons un petit point réglementaire concernant les déchets verts. Alors, j'ai essayé de reprendre ça un peu par ordre chronologique. Déjà, il faut savoir qu'il est interdit, depuis 2011, il est interdit de brûler les déchets verts à l'air libre. Ça a plusieurs conséquences, en fait. D'abord, au niveau de la qualité de l'air, il y a beaucoup de particules qui sont dégagées lorsque l'on brûle des déchets verts, tout simplement parce qu'ils sont humides et que parfois aussi la combustion n'est pas totale, puisque ça peut être un produit qui est assez tassé et du coup qui aura du mal à brûler. Il y a aussi des risques d'incendie, bien entendu. Forcément, ces particules que l'on retrouve dans l'air, eh bien, on peut les retrouver dans nos poumons, donc il y a des risques importants pour la santé humaine. Et puis enfin, c'est tellement dommage de gaspiller des ressources qui peuvent être utiles pour la matière organique de nos jardins et des parcs. Donc tout ça, quand même, c'est issu de cette grande législation sur la transition énergétique pour la croissance verte. Donc, vous verrez, tout en découle. Donc, le brûlage en découle, mais également le zéro phyto. Donc, le zéro phyto, finalement, c'est mis en œuvre depuis 2017 dans les collectivités. Donc, c'est l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires pour entretenir les espaces publics. Et c'est depuis 2019 également interdit pour les particuliers. Donc, vous verrez que cette loi, que l'on appelle, je ne sais plus son nom, la loi, j'ai dû me le noter, la loi Labbé, voilà, très exactement, qui a été ensuite modifiée par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, elle a un impact sur la gestion des espaces verts, qu'ils soient publics ou privés. Puisqu'à partir du moment où on ne peut plus utiliser de produits phytosanitaires,
on ne peut plus non plus utiliser d'herbicides. Donc, on va en reparler un petit peu plus tard, comment les collectivités ont géré cela. Ça a donné naissance à des labels. Donc là, vous en avez un qui s'appelle Terre Saine. Je pense qu'il y en a d'autres qui existent, mais c'est aussi une bonne façon de valoriser les actions qui sont menées sur une collectivité. Autre élément moteur et qui a un impact fort sur la gestion des déchets verts, c'est le tri à la source des biodéchets. Alors, il a peut-être un impact un petit peu moins important sur les déchets verts parce que globalement, il y avait déjà un tri qui était réalisé. Dans le sud de la France, il y a beaucoup de collectivités où les habitants vont déposer leurs déchets verts en déchetterie. Mais il y a encore certaines collectivités où il y a une collecte en porte-à-porte sur les déchets verts. Voilà. Donc, cette loi sur le tri à la source des biodéchets, elle est un peu moins impactante sur les déchets verts qu'elle ne peut l'être sur les déchets alimentaires. Du coup, au niveau de l'Occitanie, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir là, on est dans une augmentation constante des quantités de déchets verts reçus en déchetterie. L'objectif du plan régional de gestion, de prévention et de gestion des déchets en Occitanie, il est bien de diminuer de manière régulière les pourcentages de déchets verts qui se retrouvent dans les déchetteries. Donc, l'objectif, il est ambitieux puisqu'il est de moins 20% en 2025 et moins 25% en 2031 à partir de 2015. Donc, il y a eu une caractérisation, une quantification des déchets verts qui a été faite en 2015. Et donc, à partir de là, on a demandé au niveau du plan régional de gestion et de prévention des déchets de faire une diminution des déchets verts de 20% en 2025 et de 25% en 2031. Ça veut dire qu'on limite la prise en charge des déchets verts par les services publics, autant au niveau de la collecte que des déchetteries. Et donc, ça implique de proposer des alternatives aux producteurs, qu'ils soient publics ou privés. Pour cela, il y a plusieurs angles de vue ou d'attaque. C'est la prévention et la gestion de proximité. C'est ce que dans le cadre de notre domaine d'action, qui est la PGProx, prévention et gestion de proximité des biodéchets, nous allons le mettre en œuvre. Est-ce que vous pouvez éteindre les micros, s'il vous plaît, pour éviter d'avoir des interférences? Voilà, s'il vous plaît, merci. Et donc, le dernier élément que je n'aborderai pas du tout aujourd'hui, c'est la collecte, puisque l'idée est bien, comme vous l'avez compris, de la limiter. Donc, quand on parle de prévention et gestion de proximité de déchets verts, on pense quoi? On pense gestion différenciée, et je vais revenir dessus, gestion intégrée des espaces verts, et aussi compostage individuel et collectif. Alors, je ne reviendrai pas sur le compostage individuel et collectif. C'était l'objet du premier webinaire qui a été proposé par le RCCO, mais vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube du RCCO. Il est à disposition et libre d'accès. Alors, juste, je vais faire un petit aparté concernant ce que deviennent les déchets verts de nos déchetteries. Je pense que c'est bien aussi de l'avoir en tête puisque c'est aujourd'hui ce qui se passe. Donc, il y en a une bonne partie qui est broyée pour être réutilisée en paillage notamment ou pour du compostage. Donc, il y a du compostage sur des plateformes de compostage, il y a du compostage à la ferme. Il peut y avoir aussi de la méthanisation. Donc, on peut utiliser les déchets verts pour la méthanisation et pour le bois énergie. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il peut y avoir parfois une certaine concurrence entre ces différents gisements par rapport à des besoins. Vous comprenez que le bois énergie peut-être va augmenter dans les mois à venir par rapport à des besoins en énergie. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à envisager aussi, c'est-à-dire que, en écartant les déchets verts
des déchetteries, on va aussi diminuer le compostage sur des plateformes de compostage, le compostage à la ferme, la méthanisation et le bois-énergie, puisque l'idée, c'est que les particuliers réutilisent, ou en tout cas considèrent leurs déchets verts, plus comme un déchet, mais comme une ressource. Donc, je vous ai dit que je reviendrai sur la gestion différenciée des espaces verts, à ne pas confondre avec la gestion intégrée. Donc, la gestion différenciée, en fait, c'est souvent quelque chose qui se passe en amont, qui est géré plus pour les collectivités. Ça s'adresse essentiellement aux collectivités qui doivent gérer différents espaces sur une commune. Et donc, en général, c'est au niveau de la conception des espaces que ça peut se réfléchir. Mais quand on a une commune, eh bien, on va en profiter pour faire un inventaire et un diagnostic des différents espaces verts pour en identifier les fonctions et usages. Et en fonction de ces fonctions et usages, on réalise un zonage qui va d'une zone de prestige à une zone naturelle. Il y a 4 zonages différents et qui peuvent correspondre à des choix d'intervention différents. On ne va pas intervenir de la même manière sur une zone de prestige, par exemple, un parterre de fleurs devant une mairie ou une place centrale dans un village, que dans une zone, par exemple, dans un parc, où il y a une partie qui peut être considérée comme une zone totalement naturelle et où finalement, on va peu intervenir. Donc, l'idée, c'est bien de limiter l'entretien, mais aussi, ça va permettre de favoriser la biodiversité là où c'est possible et au maximum de conserver les ressources vertes. Donc, on va essayer, dans cette gestion différenciée aussi, de réfléchir à ce que l'on fait aux ressources vertes qui vont être produites sur les espaces en question. Tout ça, ça nécessite un accompagnement au changement, de la formation, de l'information. Et là-dessus, j'ai pu remarquer lors de mes recherches que vous avez notamment le réseau des Fredons, FREDON, qui sont régionalisés, qui proposent tout un panel de fiches qui sont très bien faites à l'intention des collectivités, mais aussi à l'intention des particuliers. Donc voilà, donc ça c'est une piste qui peut être mise en place par les collectivités et qui ont souvent émergé suite justement à l'interdiction d'utiliser les produits phytosanitaires. Le fait d'interdire les produits phytosanitaires ont forcé un petit peu les collectivités à repenser finalement la gestion de leurs espaces pour limiter leurs besoins en intervention et en entretien, ou en tout cas trouver des alternatives. Voilà. Et ça peut du coup donner lieu à des labels, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, pour valoriser le travail réalisé sur les collectivités. Au niveau des particuliers, ça va s'organiser un petit peu différemment. On va parler de jardinage au naturel. Bien sûr, c'est un peu la même chose que la gestion différenciée, mais sur une petite surface. Est-ce qu'il n'y a pas des zones où je peux laisser pousser ma pelouse et en faire une prairie fleurie, invitant ainsi tous les pollinisateurs à venir passer un peu de temps dans mon jardin. Voilà. Et ça aussi, ça passe par de l'information, de la formation également, de la démonstration. Ça peut être des démonstrations lors des fêtes de la plante ou des démonstrations en déchetterie. Et puis, beaucoup de communication. Vous verrez notamment le défi zéro déchet dans mon jardin est un exemple de sensibilisation sur le jardinage naturel auprès des particuliers. Vous verrez aussi que Mauges Communauté a beaucoup communiqué. Donc, Mauges Communauté a beaucoup communiqué concernant le jardinage naturel pour que les particuliers ne voient plus leurs déchets de jardin comme quelque chose dont il faut se débarrasser, mais comme une ressource intéressante à garder. C'est vrai que c'est quand même dommage d'aller emmener ces déchets verts en déchetterie. Ça a un coût de transport important, de temps aussi, et ensuite d'aller acheter des engrais ou des paillages en jardinerie.
Il y a d'autres mesures qui sont possibles, que j'ai trouvées intéressantes à vous présenter ici. Certaines collectivités ont décidé de limiter l'accès aux déchetteries à un nombre de passages par an. Et dans certains endroits aussi, ils refusent maintenant les feuilles mortes et les tontes. Alors tout cela, bien sûr, ne peut pas se faire sans un accompagnement des particuliers. On ne peut pas apporter une interdiction comme ça sans avoir proposé des alternatives. Et notamment dans les alternatives qui ont été proposées par la collectivité qui refuse maintenant les déchets, la tonte et les feuilles, ils proposent de participer à l'achat d'un kit pour mulcher. Et il propose aussi de la sensibilisation pour un jardinage au naturel, l'utilisation de la tonte de pelouse en paillage ou des feuilles mortes pour faire un paillage également. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. Je ne l'avais pas vu par ailleurs. Je pense que c'est une piste aussi qui peut être intéressante à mettre en œuvre dans une collectivité. Les feuilles mortes et la tonte de pelouse, ça reste des déchets verts qui sont facilement, je dirais, on peut facilement les garder dans nos jardins pour en faire des paillages qui sont en plus très nutritifs pour la faune du sol. L'objectif, quand même, l'intérêt de ces déchets verts, c'est bien de permettre de retrouver de la matière organique et d'alimenter nos sols. Donc, la tonte de pelouse, c'est riche en nitrates. Donc, en général, c'est dégradé très, très vite par les bactéries du sol et les vers de compost, les vers qui sont en surface. Et les feuilles mortes sont, elles, dégradées un peu plus lentement en général par les champignons notamment. Alors, pour faire un petit focus sur la tonte de pelouse, bien sûr, on peut réfléchir dès la conception à avoir des couvre-sols qui sont adaptés à nos conditions de sol et nos conditions de climat et qui nécessitent peu d'entretien et donc pas forcément la nécessité d'étondre. On peut aussi ne rien faire et laisser pousser pour obtenir de belles prairies fleuries, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On peut aussi tondre moins souvent et avoir une tonte qui est un petit peu plus haute et du coup, qui se protège mieux aussi contre la sécheresse. La tonte mulching permet de broyer la pelouse et du coup, on peut la laisser en place, elle se dégrade très vite, mais on peut aussi utiliser la tonte pour pailler son potager, ses plates-bandes. Et puis, un élément qui intéresse parfois les collectivités, c'est la mise en place de l'éco-pâturage à partir de moutons, brebis ou alors même dans certains endroits, des chèvres ou des ânes. Ça va dépendre un petit peu du type de terrain et du type de végétaux que l'on trouve sur ces prairies enherbées. À chaque fois, ça nécessite un accompagnement, donc de la formation et de l'information, aussi bien pour les collectivités que pour les particuliers. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'aide à l'achat d'un kit mulching. C'est aussi une possibilité qui peut être offerte aux particuliers pour qu'ils puissent se lancer dans ce changement de pratique. Je vous ai fait un petit peu de la même chose sur la taille des haies. Pareil, dès la conception, on peut réfléchir à utiliser des haies locales à pousse lente, qui en général sont plus intéressantes aussi pour la biodiversité. Tailler au bon moment, ça c'est juste une petite information supplémentaire. Entre le 15 mars et le 31 juillet, pour permettre aux oiseaux de nidifier tranquillement, il est déconseillé par la Ligue de protection des oiseaux de tailler. Pour les tailles de haies, on peut facilement broyer avec un petit broyeur électrique et puis pailler. Et aussi, bien entendu, ce broyat peut très bien aller dans le composteur domestique. Donc là aussi, c'est un accompagnement qu'il est nécessaire de mettre en place. Vous verrez des exemples, je ne vais pas trop m'étendre, mais vous verrez des exemples qui seront présentés par les différents intervenants. Il y a pas mal de choses qui sont faites au niveau du broyage. Globalement, voilà. Le fait de gérer en proximité et sur place les déchets verts permet bien sûr de réduire les coûts de gestion en déchetterie, je ne vous apprends rien, mais aussi de réduire les impacts environnementaux liés au transport, aussi bien du transport des déchets verts jusqu'à la déchetterie, mais ensuite de la déchetterie
à l'usine de méthanisation ou à la plateforme de compostage. Et puis surtout de favoriser un retour au sol local de la matière organique, nourrir ces sols et du coup permettre d'avoir des plantations qui fonctionnent très très bien, qui poussent bien, voilà, sans avoir besoin de rajouter des engrais ou des amendements qu'on irait acheter en magasin. Au final, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, c'est un ensemble de solutions qu'il va falloir proposer pour permettre d'atteindre cet objectif ambitieux de moins 20% de déchets verts apportés en déchetterie. Je vais maintenant donner la parole donc, à nos intervenants et on va commencer par Nicolas Fouris, qui est maître composteur sur la commune Ambert-Livradois-Forez. Donc, du coup, vous allez voir, il y a plusieurs solutions qui ont été proposées. Hein. C'est pour ça que je vous parlais finalement, c'est un mix de solutions qu'il va falloir proposer aux collectivités et aux particuliers. Donc, je vais changer de présentation pour permettre à Nicolas de commencer. Alors, c'est celui-ci. Voilà. Nicolas, je vous donne la parole. Et Très bien. Voilà, je vous remercie. Super. Bonjour à tous, du coup. Donc, Nicolas Fouris, maître composteur donc, sur la communauté de communes Ambert-Livradois-Forez. Communauté de communes, du coup, qui a la compétence de collecte des déchets ménagers. Et on travaille, du coup, étroitement avec le Valtom. Donc, vous voyez le logo en bas à droite, qui est le syndicat départemental de traitement et de valorisation des déchets ménagers. Notre territoire, du coup, vous le retrouvez sur la carte en orange. Il est marqué par une ruralité, voire même une forte ruralité, puisqu'on va être sur 58 communes et dont 28 000 habitants. On va peut-être passer juste à la diapo d'après, si c'est possible. Bien sûr. Enfin, je vais essayer. Merci. Du coup, nous, on a commencé à travailler sur les déchets organiques il y a à peu près une vingtaine d'années, notamment sur les déchets de cuisine et de table. Et puis, on a mis un petit peu le pied à l'étrier, notamment sous l'impulsion du Valtom en 2019, au vu un petit peu de tout le contexte qui a été présenté avant, avec la mise en place d'un schéma territorial de gestion des déchets organiques, donc qui se représente sous un catalogue d'actions à mettre en place sur les territoires. Donc, nous, on a retranscrit dans un schéma local de gestion des déchets organiques et auquel on a fait ressortir deux objectifs principaux: la baisse d'au moins 59% des biodéchets dans les OMR et la baisse d'au moins 8% des apports de déchets verts en déchetterie. Ce schéma local, il nous a également permis de créer une équipe biodéchets au sein du service. En fait, on est passé de 0,8 ETP travaillant sur la question des biodéchets à 3,8 ETP. Donc, ça a permis vraiment de mettre le pied à l'étrier, comme je vous le disais. Au niveau financier, la question des déchets organiques, chez nous, elle représente à peu près 10% du budget du service, qui prend en compte les déchets verts et les déchets organiques présents dans les déchets alimentaires, de cuisine et de table. Au niveau des déchets verts, on va avoir un gisement annuel à peu près de 1200 tonnes collectées dans nos déchetteries, à un coût de traitement de 120 € la tonne, donc ce qui représente une charge annuelle d'un peu plus de 150 000 €. On a mis en place sur 6 de nos 7 déchetteries la séparation des déchets verts par deux types. Donc, comme ça a été présenté un petit peu avant, d'un côté les branches, de l'autre côté les déchets verts en mélange. On va changer de diapo, s'il vous plaît. Au niveau de la gestion des branches en déchetterie, l'idée, ça a été vraiment de les broyer. Donc, soit on va les broyer par nos services, c'est la petite photo que vous voyez en bas à gauche, soit on va passer par un prestataire, petite photo qui est en bas à droite. L'idée ici, c'est vraiment de ne plus avoir à transporter de branches sur notre territoire et de se créer surtout une ressource en broyat pour les projets de compostage et la mise à disposition pour les habitants. On va changer de diapo. Au niveau des déchets verts, donc là, c'est collecté dans des bennes 30 mètres cubes. L'idée, c'est qu'on va transporter ces déchets verts ensuite sur une plateforme de compostage. On va les broyer, les mettre en ondin,
cribler l'andin et puis on obtient un compost de déchets verts qu'on va remettre à disposition sur chacune de nos déchetteries. Ça, c'était vraiment pour la partie gestion. Au niveau de la partie prévention, je vais m'attarder du coup sur un petit peu toutes les actions qu'on propose par type de profil. Donc, on va commencer par les particuliers, on verra après les communes et ensuite les professionnels. Donc, au niveau des particuliers, notre logique d'action, ça a vraiment été de mettre en place une animation «J'adopte un composteur». Donc, les habitants sont invités à venir participer durant 1 heure à une animation compostage où on va leur expliquer les bases et ils repartent après gratuitement avec un composteur. Au niveau, donc quelques chiffres, hein, depuis qu'on fait de la distribution de composteurs, on est à plus de 4000 composteurs distribués depuis 2000 à peu près. Et depuis l'animation «J'adopte un composteur», on est passé d'une centaine par an à un peu plus de 400 composteurs distribués. Donc, avec un temps d'information en plus, ce qui nous permet du coup vraiment d'accrocher l'habitant et de pouvoir lui proposer un deuxième volet d'animation, cette fois vraiment centré sur la question des déchets verts. On va changer de diapo. Voilà les quelques chiffres que je vous annonçais. Et du coup, sur la prochaine diapo, on va voir voilà, vraiment le deuxième volet d'animation centré sur la question des déchets verts. Donc l'idée là, c'est de passer 1 heure et demie avec les habitants, de leur montrer du broyage à l'aide de broyeurs électriques, du broyage à la tondeuse, du paillage, le mulching, vraiment de mettre en pratique ces actions sur un petit jardin pédagogique pour qu'ils puissent après le reproduire chez eux. Tout ça, après, c'est couplé avec la diffusion notamment d'un support voilà, qui s'appelle «Des trésors dans mon jardin», qui a été réalisé par le Valtom et la Fredon, qui est un petit recueil de 10 fiches conseils très, très, très pointues et très appréciées des participants. Et puis après, on a d'autres actions, notamment la mise en place de sites témoins sur le territoire, sur des lieux assez touristiques, donc avec des sèches, de la mise en place de paillage pour avoir une communication grandeur nature et vraiment faire voir le résultat de ces pratiques. Et puis après, on essaye d'être le plus possible représenté sur toutes les manifestations du territoire, les fêtes aux plantes, les trocs aux plantes, avec un stand qu'on va voir juste sur la prochaine diapo, qui est vraiment centré, une avant, s'il vous plaît, Voilà. super, voilà, qui est vraiment centré du coup sur le compostage domestique et la gestion des déchets verts, le jardinage au naturel. Après, au niveau des communes, un autre type d'accompagnement. Donc, on va pouvoir passer la diapo, voilà, super. Donc, comme ce qui a été dit un petit peu au départ, au niveau des communes, on a vraiment attaqué avec la loi Labbé, avec l'interdiction des produits phyto. On a fait un gros travail avec notamment la Fredon Auvergne, qui a réalisé un diagnostic sur chacune de nos communes pour leur proposer tout un panel d'actions pour réduire et supprimer l'utilisation des produits phyto. Et nous, on en a profité en fait pour se constituer un petit stock de matériel de désherbage mécanique qu'on met à disposition des communes et auquel on a greffé 3 broyeurs. On va pouvoir les voir sur la photo d'après, normalement. Donc voilà, les broyeurs, en fait, on les loue aux communes à un coût de 5 € par jour. C'est un petit peu pour éviter d'avoir des communes qui réserveraient le broyeur sur des périodes trop longues. Et l'idée, c'est vraiment de les rendre autonomes dans la gestion des branches, qu'on ne retrouve plus des branches issues de l'entretien des communes dans nos déchetteries, pour qu'elles soient de plus en plus autonomes pour les sites de compostage partagés, mais également pour le paillage des massifs sur la commune. D'autres types d'accompagnement qu'on propose aux communes, qu'on va voir sur la prochaine diapo, c'est la mise en place de plateformes de gestion des déchets verts. Donc là, on a plus un accompagnement en termes de logistique, d'organisation spatiale et de communication. 2 types de plateformes ont vu le jour un petit peu sur notre territoire, des plateformes qui vont être ouvertes aux habitants. Donc là, les communes font le choix de proposer aux habitants un service de proximité de broyage notamment. Et puis après, des plateformes qui vont être fermées aux habitants et où on va simplement gérer les déchets verts de la commune. Pour les communes, donc on a des communes qui sont
assez hétérogène. On va vraiment essayer d'avoir un accompagnement à la carte avec donc 3 exemples sur la prochaine diapo. Je dors pas, hein, mais Il y a un petit temps de latence. Super. Donc là, c'est vraiment des petites actions à la carte qui permettent de proposer des services de proximité aux habitants. On va avoir le broyage en place du village. Là, on a vraiment un accompagnement purement informatif communicatif. Un exemple qui nous tient assez à cœur sur le territoire, c'est le broyage chez l'habitant. Donc là, la commune prend des demandes de broyage et dès qu'il y a un stock suffisant à broyer sur l'ensemble de la commune, l'employé municipal se déplace et broie avec l'aide de l'habitant les déchets, toutes les branches qu'ils ont chez eux. Et de plus en plus, on essaye de mettre en place des haies sèches participatives communales. On en a 2 exemples sur le territoire. Donc, c'est des grandes haies sèches où on invite tous les habitants de la commune à venir déposer leur branchage, à venir les tasser pour voilà, contribuer à ne plus déplacer, à plus faire sortir ces déchets de branches de la commune et puis contribuer notamment à la biodiversité environnante. Au niveau des communes, un autre gros axe d'accompagnement qu'on va voir sur la prochaine diapo, c'est l'accompagnement au tri des végétaux dans les cimetières. On a estimé, nous, à peu près sur notre territoire, que chaque habitant va produire 2 kilos par an de déchets verts issus de l'entretien des cimetières. C'est un accompagnement qui est assez simple à mettre en place, hein. C'est une mise à disposition d'un bac pour les végétaux avec un bac à ordures ménagères à côté pour les autres déchets. C'est des projets qui sont assez bien acceptés par les communes et qui nous permettent d'avoir une petite porte d'entrée également pour tout ce qui va être compostage partagé ou en établissement. Et puis, on va passer à l'accompagnement des professionnels. Donc là, au niveau des professionnels, on accepte leurs déchets verts sur notre plateforme de compostage à un coût de 50 € la tonne. Et l'idée, ça a été vraiment de faire un geste financier auprès de ces professionnels pour promouvoir le tri des branches et surtout le broyage des branches. On doit pouvoir faire un petit clic sur la diapo pour qu'on puisse voir ça. Voilà. Donc, en fait, l'idée, ça a été de faire un tarif moitié prix pour la réception des branches. Donc, on passe de 50 € la tonne à 25 € la tonne. Et pour les paysagistes, les entreprises qui broient leurs branches et qui ne vont pas utiliser forcément tout le broyat ou autre, on n'a pas voulu laisser passer l'opportunité et perdre du broyat qui devient de plus en plus une ressource assez rare pour nos projets de compostage. Donc, on leur propose la gratuité. Donc, ils peuvent venir déposer leur broyat en déchetterie ou sur la plateforme de compostage gratuitement. On a également utilisé la plateforme compostage et broyat qui a été mise en place par le département de l'Isère. L'idée, c'est d'arriver à mettre en relation les producteurs entreprises de broyat et les sites de compostage en demande. Sur notre territoire, ça n'a pas tellement accroché. On explique un petit peu cela par le fait qu'on a un territoire rural où les gens se connaissent énormément et où c'est quand même beaucoup plus simple de passer un petit coup de fil à la personne concernée pour venir déposer le broyat sur le site de compostage ou la déchetterie. Par contre, ça a le mérite d'être là et on se rend compte que c'est utile notamment pour les entreprises qui vont être à l'extérieur de notre territoire, mais qui vont intervenir sur des communes de notre territoire. Elles ont l'info assez facilement et elles peuvent du coup venir nous donner leur broyat si elles n'ont pas envie de le transporter jusqu'à chez elles. Et tout ça, donc après, hein, il y a un relais de communication qu'on essaye de maintenir de plus en plus et de développer de plus en plus. On va pouvoir le voir sur la diapo d'après. Avec notamment une chaîne YouTube où on va mettre des vidéos sur la gestion des branches, par exemple, sur le compostage partagé. Un Facebook spécifique
au service déchets en Berly-Vradois-Forez, où là, on annonce tous les projets en cours ou les projets à venir pour que les habitants puissent être informés. Puis voilà, les réseaux classiques des journaux. Et depuis 2022, pardon, on a mis en place également une newsletter. Alors, qu'on va voir sur la prochaine diapo. Lettre d'info, voilà, compost et jardin à destination des habitants du territoire. L'idée, c'est vraiment d'entretenir cette relation qu'on a avec eux, qu'on a pu avoir avec les animations qu'on propose, et de leur donner des petites astuces de saison sur la gestion des déchets verts, couplée avec une lettre un petit peu plus technique qui, elle, va s'adresser vraiment à nos référents de sites de compostage, aux agents techniques des communes, où là, on va donner des infos plus pratico-pratiques ou de réglementation sur le compostage et la gestion des déchets verts communaux. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. C'est très intéressant, très clair. Alors, je souhaitais laisser la parole maintenant à Christophe Desban. Est-ce qu'il est parmi nous? Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce que je savais qu'il avait quelque chose, c'était juste avant. Il est là, oui. Ah, c'est merveilleux. Merci Christophe d'être Je suis juste arrivé. Bon, ça va. Est-ce que vous voulez que je demande à Madame Gérard de prendre la parole pour vous laisser le temps d'arriver? Non, c'est bon, j'ai écouté l'intervention précédente qui était vraiment très bien. J'ai appris plein de choses. Bon, alors je vais mettre du coup votre présentation. Alors, elle va être beaucoup plus courte. Non, mais elle est très bien. Alors, je viens juste vous faire passer la carte. Alors, vous n'aurez peut-être pas le temps de localisation, mais c'est pas très grave. Ah oui. Non, mais c'est pas très grave. Surtout, j'aurais voulu. Non, je vais arrêter le partage. Comme ça va me permettre de reprendre. Voilà, c'est ça que je veux partager. Hop. J'ai plusieurs choses. Alors, je vais essayer de faire comme ça. Du coup. Est-ce que je l'ai maintenant? Voilà. Excusez-moi pour le petit délai. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, ben, je vous laisse démarrer, Christophe. Eh ben, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Christophe Desban. Je suis directeur des services techniques de la communauté de communes du Civraisien en Poitou. Donc, pour vous situer, c'est à mi-chemin entre Poitiers et Angoulême sur la Nationale 10, l'axe Paris-Bordeaux. Donc, nous aussi, on est une petite collectivité rurale, 36 communes, 28 000 habitants. Et au sein de cette collectivité, moi, j'ai plusieurs missions, dont les bâtiments, la voirie, les rivières et la partie environnement, donc avec la mise en place du PCAET, du plan climat, air, énergie territoriale, le suivi de l'économie circulaire. On a été labellisé territoire économie circulaire en janvier 2021, et la gestion sur une partie du territoire du service déchets. Donc, c'est une communauté de communes qui est issue de la fusion de 3 anciennes Comcom plus petites, donc issues de la loi NOTRe au 1er janvier 2017. Et il y avait 3 systèmes de gestion différenciés des déchets sur ce territoire. Donc, avec en gros un gros syndicat interdépartemental et une partie régie. Et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'études, beaucoup de palabres politiques, parce qu'il y a eu beaucoup d'enjeux politiques sur cette gestion des déchets. Notre territoire, en gros, c'est les 3/4 sont gérés par le syndicat, et la partie régie représente un quart du territoire, donc 9 communes. Et c'est celle-là que je gère en régie et en direct. Donc sur la partie régie, en fait, on a lancé un grand plan de modernisation du service qui court sur 2021-2023, avec 3 grandes actions. Donc la mise en place de la tarification incitative,
le déploiement du compostage individuel et collectif et la réduction de fréquence détournée de collecte d'ordures ménagères. Voilà où on en est aujourd'hui. Concernant la gestion de nos déchets verts, on a depuis 2008, on avait acheté au niveau de la communauté de communes un gros broyeur de 250 chevaux qui nous sert à la fois à traiter nos déchets verts et à la fois à traiter nos déchets de bois, les déchets bois sont expédiés vers des chaufferies collectives locales installées par les communes. Donc en fait, d'où l'économie circulaire. Donc les déchets deviennent des ressources et servent aux communes. Sur les déchets verts, on pratique à peu près la même chose. On broie nos déchets verts sur site. Donc depuis 2019, pardon, on a une déchetterie à place qui simplifie beaucoup les choses. Donc on trie on broie nos déchets verts et on les donne à des agriculteurs. Donc il n'y a pas de compost, c'est du broyat qu'on donne. Donc on a juste une plateforme en enrobé, investissement minimum et coût de traitement minimum parce qu'on a juste la prestation de broyage en interne qui nous revient. Donc en gros, on a 1500 à 2000 mètres cubes 1500 tonnes environ de déchets verts par an et environ 1000 tonnes de bois. Donc depuis ce qu'on a mis en place ces actions, nos habitants trient un peu comme le témoignage d'avant, trient en déchetterie les différentes filières. Ils ont pris l'habitude, donc il y a le bois B, les grosses branches, et puis la pelouse et les feuilles. Donc ils ont pris l'habitude maintenant, ils savent en plus que tout est valorisé localement, donc ça marche très bien. On a très peu d'erreurs de tri et donc ça fonctionne, c'est assez simple. Donc dans le cadre de notre projet de modernisation du service, donc on a un grand axe sur les déchets verts bien sûr et les biodéchets. Donc là on déploie le compostage individuel. Donc on avait un programme de distribution de 1000 composteurs, donc pour 3000 foyers. On avait choisi 1000 composteurs parce qu'on s'était dit, on est à la campagne, donc il y a déjà 30% des habitants qui compostent. Il y a 30% qui habitent dans les bourgs, donc qui ne peuvent pas avoir de composteurs. Et donc, on part sur 30%, 1000 composteurs. On avait prévu de les distribuer sur 3 ans. Et en fait, les 1000 composteurs vont être distribués là sur l'année 2022. On va installer en parallèle. Christophe, excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous présenter le défi zéro Ouais, déchet? j'y viens après. Je vois que le temps Ah, pardon, file. c'est moi. Donc, justement, en parallèle, on installe aussi des composteurs collectifs pour l'habitat en centre-bourg. Et on a fait comme le témoignage avant, on est en train d'installer aussi dans les cimetières, parce qu'on avait vu que c'était quelque chose d'important, des composteurs en accord avec les communes. Concernant le défi zéro déchet vert, je viens. Donc pourquoi on a lancé ce défi-là? Parce qu'on voulait à la fois faire des actions sur les biodéchets et les déchets verts, et on voulait aussi communiquer. Donc c'est à la fois une opération de com, et une opération aussi pour montrer aux gens qu'on peut gérer nos déchets verts différemment. Comme ça avait été expliqué, vous l'avez expliqué, ça a été expliqué dans le témoignage précédent, emmener les déchets verts à la déchetterie, ça coûte de l'argent, c'est du temps et c'est de l'énergie perdue. Donc, on a lancé cette idée de défi zéro déchet vert en collaboration avec l'association Compostage, qui avait déjà proposé ce type de défi sur Grand Poitiers et La Rochelle. Et c'est la première fois où il déployait cette animation sur un territoire rural. Donc, c'était une collaboration, on n'en a pas souvent, mais avec le syndicat pour couvrir l'ensemble du département, de notre territoire. Vous me faites aller vite et je dis des bêtises. De notre territoire. Donc, on peut y aller. Vous pouvez donc suivre. Donc, en fait, oui, l'idée, c'était de montrer aux gens comment on pouvait gérer différemment nos déchets verts, comment on pouvait réutiliser nos déchets verts dans notre jardin et comment on pouvait aussi accompagner les professionnels, notamment en commune, pour cette gestion différenciée des déchets verts.
Donc, vous pouvez passer à la diapositive suivante. Donc, en gros, on a eu 8 participants au niveau individuel et 4 établissements professionnels qui étaient plutôt des communes. Donc, 12 participants répartis sur 9 communes. Alors là, on était un petit peu déçus. On pensait avoir un peu plus de personnes. On avait tablé sur une 15 à 20 familles et une 7-8 établissements. L'explication, alors d'abord, on est en milieu rural, donc les gens ont déjà l'habitude de traiter un petit peu leurs déchets verts in situ, j'ai envie de dire. Et puis, la période d'inscription correspondait avec la période Covid, donc je pense que les gens avaient autre chose à penser plutôt que de participer aux déchets verts. Et puis, c'était aussi un investissement personnel, parce que c'était 8 ateliers répartis sur 3 mois, donc le week-end, donc il fallait avoir quand même un petit peu de temps pour pouvoir participer à ces ateliers. Donc, je vais vous présenter très vite les actions qui ont été faites. Hein. Donc, c'était montrer qu'on pouvait broyer nos déchets à l'aide de tondeuses. Bien sûr, à partir avec le broyat, faire du paillage, la création de fagots, la création aussi de haies sèches, la gestion différenciée des espaces verts, éventuellement le nourrissage des animaux et bien sûr le compostage. Donc, on revient toujours à peu près sur les mêmes actions, mais tout couplé l'ensemble de ces actions, en fait, les participants se sont rendus compte qu'à la fin du défi, ils pouvaient gérer eux-mêmes leurs déchets verts et n'avaient plus besoin d'aller à la déchetterie. Donc voilà, donc maintenant, l'idée qu'on a, nous, parce que c'est très bien d'avoir fait ce défi, c'est de communiquer autour de ce défi. Donc, il y a une petite vidéo qui a été faite par l'association. Alors, je ne sais pas si vous pourrez la transmettre aux différents participants du webinaire, là, parce qu'elle est, moi, je la trouve très bien. Ça montre le dynamisme en plus des ateliers. Et après, l'idée, donc voilà, c'est aujourd'hui la question qu'on se pose beaucoup, qu'on se pose au niveau de la collectivité, c'est comment maintenant on va pouvoir mettre en œuvre ce qui a été fait sur cet atelier pour pas que ça reste, entre guillemets, lettre morte. Donc, c'est de la com, mais quelle com, on se pose aujourd'hui encore un peu les questions. Ouais, tout à fait. Donc après, oui, donc voilà les retours des participants. Donc certains, voilà, maintenant se rendent compte qu'il leur manque de déchets verts pour faire du paillage. Donc comme je vous disais, ils vont plus du tout en déchetterie. Donc en plus, ils ont amélioré leur technique de compostage. Ils ont appris à faire des choses comme les sèches. En fait, on est en plein dans l'économie circulaire. On se rend compte que tous les déchets verts sont des ressources. Et puis certains ont commencé quand même à donner des conseils et à divulguer les bonnes pratiques auprès de leurs voisins. Donc, c'était un peu le but du défi. Donc, voilà, en gros, donc on voit que c'est possible. On voit qu'on peut gérer nous-mêmes. Alors, bien sûr, il faut avoir de la place. Hein, ça ne concerne que les logements qui ont un jardin, mais généralement ceux qui produisent des déchets verts. Mais c'est possible. Il faut faire passer le message pour éviter les transports inutiles et pour éviter justement d'avoir trop de déchets verts à traiter en déchetterie, parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse problématique avec les gravats, mais ce n'est pas le thème du soir, des déchets qui arrivent chez nous sur les déchetteries. Voilà très vite notre projet zéro déchet vert. Merci beaucoup, Christophe. Vous m'avez fait accélérer là à la fin. Là. C'est bien, vous êtes dans les temps. Merci en tout cas pour ce témoignage. Et je vais donner la parole à Marie Gérard. Voilà, de Mouche Communauté. Vous pouvez peut-être oui. votre caméra, voilà, super. D'accord, je n'avais pas vu que vous n'aviez pas pu mettre en diaporama. Si, regardez. Ah, voilà. Ce sera mieux pour tout le monde. Enfin, je vais essayer. Je vais refaire la manip. J'ai failli réussir. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et pour le coup, moi, je vais intervenir là après 2 beaux témoignages sur lesquels j'ai appris beaucoup de choses également. Donc, je suis très contente de participer. Et alors, pour moi, j'ai un écran noir pour l'instant.
Moi aussi, je fais une autre technique. Alors, si vous mettez affichage, affichage, Voilà. C'est tout bon, ça, non? ouais, super. Voilà, donc on va passer à la diapo d'après. Donc, pour présenter le territoire, donc là, pour le coup, on est plutôt nord de la France, hein, puisque région Pays de Loire, et c'était dans le département de Maine-et-Loire. Donc, pour vous situer, c'est une communauté d'agglomération rurale de 120 000 habitants qui est située entre Nantes, Angers, Cholet. Ça fait un triangle entre ces trois agglomérations. Et voilà, c'est une communauté d'agglomération récente et qui s'est constituée parce que 6 communes nouvelles se sont mises ensemble pour constituer cette communauté d'agglomération. Et je vous dis ça parce que ça aura un impact après dans mon propos. Et donc, ces 6 communes, chacune étaient des communautés de communes, d'à peu près 11 communes. Et donc, ça représentait à peu près 64 communes. Et aujourd'hui, voilà, nous avons 6 communes. Et donc, il y a un service déchets qui s'est monté au sein de cette collectivité, et donc avec une compétence traitement et collecte des déchets des ménages. Et donc, pour le coup, il y a un plan de prévention des déchets. Donc, moi, je suis chargée en charge de la prévention des déchets. Et donc, parmi toutes les actions, enfin, tous les dispositifs, il y a un réseau de 19 déchetteries qui est en place. Et on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Peut-être pour revenir faire un tout petit peu, les performances de collecte des ordures ménagères sont plutôt intéressantes. Je voyais les chiffres du premier intervenant de Nicolas. Et donc là, pour le coup, sur notre territoire, on est passé sous la barre des 100 kilos par an et par habitant d'ordures ménagères. Et donc, du coup, on est à 19 kilos de restes alimentaires dans les ordures ménagères. Voilà, quand vous présentiez les chiffres avec 73 kilos par an et par habitant de restes alimentaires, pour le coup, voilà, on est passé à une étape supérieure grâce à la redevance incitative sur les ordures ménagères avec une collecte tous les 15 jours et le déploiement de compostage. Et voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors, mon propos, est-ce que vous voulez bien passer la diapo suivante? Donc, si on revient aux déchets verts, alors pour le coup, si on est plutôt bien placé par rapport à la gestion des restes alimentaires dans les ordures ménagères, ce n'est pas le cas quand même. On a beaucoup plus de déchets verts accueillis en déchetterie chez nous que chez vous. Donc, c'est lié évidemment à l'interdiction du brûlage depuis 2010. Hein, on voit monter en flèche l'arrivée des déchets verts en déchetterie, avec un pic en 2014 à 123 kg par habitant. Donc, nous avons un plan de prévention des déchets, je vous le disais, et celui-ci a pour objectif de réduire de 50% l'arrivée des déchets verts en déchetterie entre 2019 et 2026. Et donc, si on était à 96 en 2019, l'idée c'est de passer à 46 kg par habitant. On voit qu'on diminue, et en 2021, on était à 88 kg par habitant. Et donc, juste pour redire, le flux de déchets verts était jusqu'à peu de temps le déchet le plus collecté par la collectivité au-dessus des ordures ménagères. Alors, je veux bien que vous passiez à l'autre diapositive. Donc, il y a eu un travail pour déployer des outils, un arsenal d'outils depuis 2015 pour réduire l'arrivée des déchets verts en déchetterie. Et donc, c'est lié d'une part à un travail avec les politiques qui ont pris des décisions politiques assez fortes liées aux déchetteries, je vais en parler après. Nous avons également déployé un plan de communication en se faisant aider par une structure privée qui a fait des propositions pour communiquer sur les déchets verts. Et puis, ce dont je vais parler de façon plus en zoomant, hein, c'est le travail en collaboration avec le réseau associatif. Alors, je vais la diapo suivante. Donc, les décisions politiques, alors ça a commencé par le fait que les élus décident en 2017 de rationaliser le nombre de déchetteries sur le territoire. Il y en a 19. C'est trop par rapport à ce que dit l'ADEME. Et l'idée, c'est qu'il n'y ait plus que 10 déchetteries.
mais par contre avec un meilleur accueil et un prix plus important, et puis des horaires d'ouverture plus importantes également. Et donc, il y a tout un travail de suppression de certaines déchetteries, de réhabilitation d'autres déchetteries et de création de nouvelles déchetteries pour redéployer le réseau. Parallèlement à cela, et donc ça nous tiendra jusqu'en 2025. Parallèlement à cela, en 2019, les élus ont décidé de demander aux communes de ne plus apporter leurs végétaux en déchetterie. Et à côté de ça, il y a eu un travail d'accompagnement des communes au changement de pratique. Donc là, nous travaillons avec une association experte qui s'appelle, c'est un CPIE, les CPI Loire-Anjou, qui accompagne sur la gestion différenciée des espaces verts des communes et également le changement de pratique spécifique par rapport aux déchets verts. En 2021, donc l'introduction du contrôle d'accès dans toutes les déchetteries avec 18 passages par an. Et donc ça a été toute l'année 2020 et 2021. Et puis à partir de mai 2022, les élus ont décidé de déployer la redevance incitative également aux déchetteries. Et donc, ils ont étudié les dossiers et ont vu que 80% des usagers passaient moins de 9 fois en déchetterie par an. Donc, ils ont décidé d'inclure 9 passages en déchetterie dans la facture d'accès au service. Et puis, à partir du 10e passage, le passage est facturé 6 € et également à partir du 16e passage, 9 €. Donc, autant vous dire que ça commence à faire réfléchir les usagers. On a pas mal d'appels des usagers qui se posent la question, se demandent pourquoi. Donc, on a tout un travail qui est réalisé avec des usagers pour les informer et leur expliquer. Voilà, donc ça, c'était les décisions politiques qui permettent d'aider les habitants à prendre conscience que les passages en déchetterie, c'est pas, ça a un coût aussi. Donc l'aspect communication, donc c'est passé donc, par la création d'un univers graphique, donc avec un petit logo, les déchets verts nourrissent la terre. Et donc il y a voilà, un compost parfait pour mon jardin et un broyage croustillant pour mon paillage, etc. Un guide également qui nous sert beaucoup et qui nous sert de support aussi pour les associations avec lesquelles on travaille, qui donne toutes les infos techniques de comment gérer ses végétaux dans son jardin. Bien sûr, on a bien compris que terre et pelouse étaient très faciles à gérer et donc on vous entend d'informations. Marie, on vous entend plus très bien, je ne sais pas pourquoi. Ah, bon. Eh bien, je vais essayer de parler plus fort, si ça vous va. C'est parfait. Ok, donc oui, donc ce que je disais, c'est que nous avions bien compris que tonte et pelouse, c'est facile à gérer chez les habitants. La plupart ont un jardin, même si c'est un peu plus difficile, quand même, ça peut se composter. Et il y a 10 000 façons qui ont été décrites déjà. Mais ceci dit, effectivement, les branches, c'est un peu plus compliqué. Donc, donc on a travaillé pour développer le réseau d'associations, dont je vais vous parler après. Mais au-delà de ça, on a fait témoigner des habitants et puis également, on a travaillé avec un expert en jardin qui nous a fait des tutos sur le broyage. Et là, vous voyez sur la photo, c'est une haie sèche notamment. Voilà. Donc, on va passer à la diapo suivante par rapport voilà, ce qui est plutôt le travail en collaboration avec les associations. Alors, peut-être pour vous dire, ça a commencé déjà dès 2010 à la demande d'une association qui est venue voir, alors à l'époque c'était un syndicat, ce n'était pas encore un service déchets, donc le syndicat pour demander un soutien financier à l'achat de broyeurs de façon à ce qu'ils mettent à disposition le broyeur aux habitants. Et donc, comme ça, les élus ont voté la mise en place de subventions pour toutes les associations qui demanderaient un broyeur pour réaliser du broyage partagé. Et en 2016, on avait quand même 6 associations qui étaient présentes et sur le territoire. Et pour le coup, il y avait quand même quelques communes nouvelles qui n'avaient pas d'association. Donc, on a mis un peu de sous, on a confié la mission au CPIE Loire-Anjou qui nous accompagne par rapport sur d'autres actions, de faire émerger de nouvelles dynamiques autour du compostage, de nouvelles dynamiques associatives. Et donc, Paris réussit, et ce qui fait que 3 nouvelles associations se sont créées autour
du compostage. Et aujourd'hui, 10 associations maillent l'ensemble du territoire des Mauches et de ses 120 000 habitants. Alors pour ce faire, ces 4 nouvelles associations, elles ont travaillé sur un gabarit de broyeurs qu'elles souhaitaient et le soutien qu'elles voulaient était trop peu important. Donc on a changé un peu notre fusil d'épaule et c'est Mauches Communauté qui a acheté les broyeurs, qui a monté un dossier avec l'ADEME et qui met les broyeurs à disposition des associations. Et par contre, elle finance 20% du prix d'achat des broyeurs, parce qu'on était plutôt sur des broyeurs aux alentours de 10 000 €. Donc, puisqu'avec un confort de faire rouler le broyeur de façon autorisée, et puis tout un tas d'autres options qui permettaient de sécuriser l'utilisation du broyeur. Et puis également, parallèlement, on travaille avec une autre association, une des 10 associations, qui a, elle, des salariés et qui se propose de faire du broyage à domicile. Et donc, on a expérimenté ce broyeur tour pendant plusieurs années et maintenant, on continue avec eux pour la sensibilisation des habitants. Et donc, depuis 2019, l'ensemble de ces associations, nous les réunissons au moins 2 fois par an. Donc, c'est une animation du réseau qui est confiée au CPIE Loire-Anjou. Et donc, avec toujours un élu, un vice-président de Mauches Communauté qui est là également. Et on travaille en collaboration, on co-construit des actions ensemble, dont des démonstrations de broyage. Quand vous voyez la communication, elle était également co-construite avec les associations. Donc, si vous voulez passer la diapo d'après, peut-être, ça montre juste la carte du territoire, je crois, avec l'ensemble des associations qui sont présentes. Et donc, cette carte est présente, par exemple, sur notre flyer qui est distribué aux habitants. Et ça fonctionne bien, hein, on a des bons résultats. Et clairement, aujourd'hui, vous voyez, notre territoire s'est constitué en communes nouvelles. Donc, ces communes-là, qui étaient avant des Comcom, ont des services déchets, pardon, des services espaces verts, et elles, clairement, elles n'auraient pas été en capacité de déployer un service comme celui-ci auprès des habitants, parce qu'elles ont beaucoup de choses à faire pour se restructurer. Donc là, on a des associations qui sont au plus près des habitants du territoire et qui mettent à disposition des broyeurs de plus en plus, de façon de plus en plus importante. Là, on est à 150-200 heures de broyage par an, par association, pour certaines. On arrive à plus de 1000 mètres cubes de broyat réalisés par elles, donc ça veut dire 150 tonnes. Alors, c'est sûr, alors, notre territoire collecte pratiquement 10 000 tonnes de déchets verts par an, mais c'est déjà super, quoi. Et puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce travail en collaboration avec le tissu associatif. On voit qu'elles sont friandes de venir et écouter aussi. Et voilà, ce travail en collaboration est riche pour tout le monde. Voilà, je crois que j'ai terminé mon propos. Merci beaucoup. Oui, alors ça, c'est quelques exemples, hein, mais là, j'étais assez pauvre en photo finalement. Mais voilà. Très bien, super. Merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole à Madame Calandaz, qui est maire d'une petite commune en Ariège de 56 habitants et où a été mis en place des kiosques à broyat. Alors, je vous invite, Marie, peut-être à nous expliquer un petit peu comment tout ça est arrivé chez vous et comment vous l'avez mis en œuvre. Alors, bonsoir à tous. Merci pour la qualité des interventions parce que j'ai appris pas mal de choses. Et donc, pour vous présenter un petit peu le département de l'Ariège, nous nous situons au sud de la France. Les départements limitrophes sont les Pyrénées-Orientales, l'Aude et la Haute-Garonne. Et évidemment, de l'autre côté, nous avons une frontière qui se partage entre l'Espagne et la principauté d'Andorre. Le département représente à peu près 153 000 habitants. Ma commune est située sur la communauté des communes du Pays de Tarascon. Nous représentons 8 500 habitants sur 20 communes. Donc, le SMECTOM assure donc la collecte des déchets et le traitement des déchets.
Nous avons, nous faisons appel régulièrement aux agents du SMECTOM pour venir faire des formations. Et nous sommes bien conscients que la gestion et surtout la collecte des déchets verts représente un coût qui devient astronomique pour les collectivités. Le SMECTOM a alerté son bureau directeur sur cette question-là et à l'issue de leur discussion, ils ont décidé de mettre fin à la collecte avec le camion à grappin qui était en place sur notre territoire. Donc, cet arrêt a été un peu précipité de l'avis d'un certain nombre de maires de notre secteur. Et donc, on a eu accès à ce système de kiosque à broyat. Alors, le kiosque à broyat permet donc de rassembler les branchages sur une durée à peu près de 15 jours. Nous souhaitons limiter évidemment les dépôts sauvages. Donc, le but n'est pas de conserver ces dépôts sur du long terme, même si certains habitants ont un peu de mal à le comprendre. Et donc, pendant 15 jours, les habitants, sur Aliat, cette opération s'est déroulée au printemps. Donc, chaque habitant avait déjà prévu donc, la taille de ses haies et est venu déposer sur la place du village le fruit de cette taille. Et à l'issue de ces 15 jours, un agent du SMECTOM est venu avec l'aide d'un des conseillers municipaux, est venu donc broyer ces branchages. Alors, nous avons également mis en place le composteur partagé. L'avantage d'être sur une petite commune, c'est justement de pouvoir mettre en application un certain nombre de décisions de manière rapide. Donc, on peut se réjouir de l'adhésion des habitants puisqu'on a à peu près 13 familles qui participent au compostage partagé. Et au niveau du broyage, on a à peu près une vingtaine de familles qui sont venues porter des branchages. Alors, j'espère que ce système-là va perdurer. Donc, on a ce broyage en kiosque se fait pour des diamètres de branchage d'une dizaine de centimètres. Donc, ça quand même, il va falloir, on est amené à gérer cette limite-là. Ensuite, le SMECTOM nous propose également des prêts de broyeurs individuels. Alors, les broyeurs individuels donc, sont prêtés gratuitement aux habitants par l'intermédiaire du SMECTOM. Et donc, la seule obligation, c'est de suivre une petite formation de 45 à 1 heure pour s'assurer que les règles de sécurité en particulier sont bien respectées. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir accès à des broyeurs thermiques de plus grande capacité. Mais je dois vous avouer que bon, la population de mon village, on a des membres très actifs, mais souvent un petit peu âgés. Donc, je n'ai pas souhaité faire appel à ce genre de service. Sinon, je voudrais quand même faire une petite parenthèse sur le fait que notre syndicat, le SMECTOM, souffre énormément actuellement avec donc la mise en place de la TGAP qui grève nos budgets et a un effet évidemment incitatif pour les habitants pour mieux gérer leurs déchets, mais c'est quand même une taxe qui pèse très lourd et qui va peser de plus en plus lourd sur les charges de nos administrés. Sinon, nous avons une adhésion assez importante sur toutes les actions qui sont menées
au niveau des formations, que ce soit sur le compostage, le tri. Nos habitants suivent nos recommandations avec attention et participent de manière importante à tout ce qui est offert pour mieux les informer. Voilà. Donc, la seule limite que je vois sur le kiosque à broyat, c'est justement de bien informer la population à l'avance pour qu'il n'y ait pas de dépôt après la fin du kiosque. Et on s'inquiète un petit peu au niveau de la communauté des communes du fait que les volumes qui sont apportés sont de plus en plus importants. Donc, la dimension du kiosque est sous-dimensionnée et on se retrouve quand même avec des dépôts qui sont vraiment très, très importants. Je peux vous donner quelques éléments. Donc, il y a eu 360 tonnes de déchets verts traités par cette opération, avec 80 opérations de kiosque à broyat, ce qui représente à peu près 300 tonnes de broyat. Il y a eu 40 prêts aux particuliers, ce qui représente également 16 tonnes de broyat, et 10 prêts aux collectivités pour des broyeurs de plus grande taille. Voilà, donc grosso modo, il y a une bonne participation des communes. La disparition du camion à grappin, les choses commencent à se calmer un petit peu autour de cette question-là. Et je pense que ce kiosque à broyat est une bonne solution pour traiter cette problématique. Très bien. Voilà, je vous remercie. Merci à vous, Madame Calandade. On va maintenant passer par un petit temps de questions. Je vous propose, vous pouvez les noter directement dans le fil de discussion ou m'indiquer que vous souhaitez poser une question en levant la main virtuellement. Donc, je suis à votre écoute. C'est le moment de pouvoir s'exprimer. S'il y en a qui souhaitent poser des questions à nos intervenants. Ceux qui souhaitent poser une question peuvent éventuellement allumer leur caméra et le son. J'ai l'impression que ça ne se bouscule pas trop, donc on devrait pouvoir… Alors moi, j'ai une petite question. Oui, j'aurais voulu avoir des… Vous pouvez juste vous présenter… Ah oui, bah, c'est vous alors. Oui. D'accord, oui, allez-y, allez-y. Je voudrais simplement avoir des informations complémentaires sur les haies sèches participatives. Ah, donc c'est Nicolas, je crois, qui a présenté cette action Oui. qui a été mise en place. Alors du coup, le principe des haies sèches participatives, c'est donc participative et communale. L'idée, c'est que la commune finance les piquets, installe les piquets donc à intervalles réguliers de manière à créer un couloir. Et les habitants sont invités, quand ils le souhaitent, en accès libre, à venir déposer leurs branches au fur et à mesure de leur production. Donc pas d'énergie fossile d'utiliser pour les broyer. Limiter vraiment le transport. Après, la commune voilà, a plutôt un travail d'entretien de cette haie sèche, mettre un petit coup de tronçonneuse de temps en temps sur les branches qui peuvent dépasser de manière à garder ça un petit peu assez carré, assez propre et surtout permettre une meilleure acceptation aussi de la part des habitants. Voilà, après, c'est voilà, pas forcément plus d'informations à donner. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions là-dessus. Merci. Ok, merci. J'ai une question en ligne qui concerne les kiosques à broyat en Ariège. Est-ce qu'ils sont… Alors, quand est-ce qu'ils sont ouverts et est-ce que c'est uniquement au printemps? Alors, c'est une opération qui… Voilà. Alors, les kiosques à broyat sont mis en place 2 à 3 fois par année. Il est conseillé d'utiliser toujours à peu près les mêmes dates pour qu'il y ait un repère quand même pour la population. Et, mais c'est une opération à renouveler et à bien marquer dans le temps.
Alors, une autre petite… Merci, Madame Carvaz. Du coup, j'ai une autre question pour Mauges Communauté. Pourquoi avoir choisi de créer de nouvelles associations plutôt que d'embaucher plus d'ETP? Madame Gérard, est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, tout à fait. Donc, j'y ai répondu peut-être partiellement donc, tout à l'heure. Territoire de 120 000 habitants, ETP dédié à du biodéchet en 2017-2018, ça semblait… Enfin, ça n'aurait pas effleuré les élus, je pense. Voilà, il y a déjà un chargé de mission prévention générale et économie circulaire. Mais par contre, ça aurait été plutôt lié aux communes. Et là, comme je le disais, les communes sont en pleine réorganisation, enfin, étaient en pleine réorganisation, donc pas disponibles pour faire des projets avec les habitants. D'où l'intérêt de travailler avec les associations. Nous sommes sur un territoire où le réseau associatif est relativement bien développé. Et il y a des collaborations qui peuvent être fructueuses entre les associations et les collectivités. Et donc, du coup, voilà, ça vient enrichir en fait d'autres façons de faire. Ok, merci. Une autre question qui s'adresse un peu à tout le monde cette fois, c'est sur la valorisation des tontes des stades sportifs. Comment ça se passe dans vos communautés? Donc, je m'adresse à trois des intervenants, parce que j'imagine que Madame Calanda, vous n'avez peut-être pas de terrain de foot à tondre sur votre commune, mais peut-être que si, peut-être je me trompe. Juste peut-être sur notre territoire, en interrogeant toutes les communes, on s'était rendu compte que les tontes n'étaient plus du tout un sujet parce qu'elles arrivaient à complètement gérer in situ leurs tontes. Donc, et notamment tout ce qui est tonte aussi de terrain de foot. Donc, c'est un sujet qui est balayé déjà par les communes depuis pas mal de temps chez nous. D'accord. Ok. Est-ce que c'est pareil sur le Alors, Civrésien Poitou et en Livradois-Forez? Alors, en livre de Forez, oui, c'est assez le cas, hein. Les communes n'ont plus trop de soucis pour gérer leurs tontes. Elles en sont même un petit peu friandes pour alimenter un petit peu de paillage et surtout se créer du compost en quantité pour éviter d'avoir à acheter du terreau. Donc, ouais, plus trop la problématique au niveau communal, on va dire. Et en Civrésien Poitou, est-ce que c'est la même chose, Christophe? Bon. Alors, c'est vrai que c'est une bonne façon de gérer les tontes de pelouse, que ce soit sur des terrains sportifs. C'est tout à fait possible de les utiliser directement en paillage dans les haies, sous les haies ou sur les parterres fleuris des collectivités, des villes ou des villages. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question en disant, voilà, ça fait plusieurs fois que je me fais livrer du broyat et je trouve beaucoup de plastique, de restes de pneus, de ferraille. Comment vous arrivez à gérer ça au niveau de vos collectivités? Est-ce que vous avez ces problématiques-là ou comment vous avez réussi à gérer ça? Qui veut répondre? Alors, si je peux me permettre, du coup, sur Ambert-Livre de Forez, oui, on a également un petit peu cette problématique, beaucoup de plastique, beaucoup de plastique également dit biodégradable, mais qui au final se retrouve plus fragmenté lors du compostage ou de la mise en broyat. On est un peu dans la même problématique. On essaye de savoir s'il y a des solutions. Donc, on est également preneur de retour si certains en ont. Est-ce que Marie-Gérard, vous souhaitez vous exprimer par rapport à ça? Je ne vous entends pas, par contre. Est-ce que vous pouvez… Voilà. Voilà, pardon.
Vous Donc, pouvez laisser allumer les intervenants, ce sera plus simple pour reprendre la parole. oui. Donc, problématique en fait, d'apport qui ne sont pas de qualité. Pour avoir réalisé des sorties terrain de différentes collectivités de notre territoire, ce qui ressort, c'est qu'à partir du moment où il y a une information qui est donnée à l'usager, comme quoi on a besoin que ce soit un compost, enfin, que ce soit un apport de qualité, parce que ça va retourner au sol et que après, c'est gênant dans les champs. Et donc, il y a du sens pour les gens et donc ça diminue quand même, quoi. Voilà. Donc, l'aspect information, communication, voilà, c'est les gens comprennent hein, que bah oui, il faut faire gaffe quand même, parce que ça va chez un agriculteur. Oui, oui ben c'est un peu ce qu'on vient de dire globalement. Hein, c'est qu'il faut informer, communiquer, accompagner les gens pour qu'ils comprennent pourquoi c'est important de faire tel ou tel geste. Madame Berdy, vous avez levé la main, je vous donne la parole. Oui, bonsoir. Vous allumez votre caméra si vous voulez. J'aurais essayé, mais je n'ai pas réussi. Pas de souci. J'aurais une question par rapport au kiosque là, de Broyat. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dépôt sauvage d'encombrants ou de déchets végétaux, voilà, de professionnels, par exemple? Alors, sur le retour que j'en ai, en tout cas sur notre territoire, on n'a pas ce genre de problématique. On a plutôt des gens qui vont dépasser la date et qui vont continuer à déposer pendant quelques semaines, mais non, pas d'incivilité de ce type-là. D'accord. Et c'est les communes qui prennent le relais, qui sont en charge Oui. de la communication pour les dates de dépôt? Tout à fait. de Alors, broyage? les supports de communication sont fournis par le SMECTOM, sont créés par le SMECTOM. Ensuite, nous les avons imprimés, nous les avons diffusés à la population. Ça s'est plutôt bien passé avec affichage, évidemment, ce type de support, quoi. Mais c'est très important d'en amont, de bien informer pour que les gens aient le temps de tailler leur haie, de se conformer au laps de temps sur lequel ils pourront venir déposer. J'en profite du coup pour vous poser aussi une question concernant l'utilisation du broyat. Est-ce que vous pouvez me dire, Madame Calandas, qui est-ce qui peut utiliser le broyat des kiosques à broyat? Alors, en fin de compte, nous, sur le village, les gens ont récupéré eux-mêmes le broyat et le petit reliquat que nous avions, nous l'avons mis en matière sèche pour le composteur partagé et nous l'avons utilisé sur la commune. D'accord. Ok, les communes peuvent aller utiliser ce qui reste. Tout à fait. Utiliser directement sur leur parterre. Tout à fait. L'espace vert. D'accord. Alors, c'est Suzanne Erhardt qui pose une question concernant le mulching. Par contre, je ne comprends pas votre question. Est-ce que ça vous ennuierait de prendre la parole? Oui, bonjour. Bonjour. Non, en fait, le mulching, c'était juste, je faisais une intervention par rapport à la tonte de gazon sur les stades. Je me demandais si en les coupant assez court, assez tôt, c'était possible de le gérer par mulching. C'était au moment où il y avait cette discussion. Ok. Je ne sais pas si mais a c'est… priori, ça n'a pas l'air d'être un souci. Donc, Oui. Non, mais en fait, une personne disait c'est géré par les communes et c'est là que j'ai écrit par du mulching. Voilà. C'était une question. Voilà. Ok. Et par contre, j'avais une autre question que j'avais. En fait, c'était pour Moge Communauté. C'était pour savoir, en fait, les associations qui interviennent pour contribuer à la diminution du tonnage des déchets verts. Est-ce qu'il y a une compensation qui est prévue? Enfin, j'imagine que c'est des bénévoles qui travaillent dans les différentes associations.
et qui aide. Mais enfin, c'est assez intense en général, ce travail-là. Et est-ce que, par exemple, il y a un appel à projet qui a été lancé, qui a permis d'avoir des subventions qui permettent aux associations d'avoir une petite contrepartie ou quelque chose, ou c'est vraiment juste… Ben, c'est une super question, effectivement. Eh bien, jusqu'à présent, il n'y a pas de subvention autre que du soutien à l'achat de broyeurs. D'accord. Et également, il y a la mise à disposition d'un broyeur, mais les associations contribuent quand même à hauteur de 20% du montant du broyeur. Donc, ce n'est pas rien, hein, c'est 2 000 € sur un broyeur de 10 000 €. Ouais. Voilà. Et après, alors, vous parlez d'appel à projet, donc il y en a eu un appel à projet, mais plutôt, donc il s'appelle appel à projet transition écologique, donc par rapport aux dynamiques citoyennes, et donc il s'adressait aux associations, mais sur l'ensemble de thématiques liées à la transition écologique. Et là, on a plusieurs associations qui ont répondu présentes pour proposer des projets sur donc notamment un projet de plateforme de compostage, parce qu'il va y avoir une des déchetteries qui va fermer. Une autre association qui propose d'embaucher, de monter en puissance, d'avoir une personne salariée au moins à mi-temps pour déployer et de la collecte de biodéchets chez des professionnels, et également de compléter par du broyage de végétaux. Voilà, donc oui, il y a eu un appel à projet, mais d'abord, c'est très récent. Les projets, pour l'instant, les soutiens n'ont pas encore été accordés. C'est en train d'être vu. Et pour l'instant, non, pour répondre à votre question, non, les 10 associations, à part le soutien pour les broyeurs, elles ne demandent pas de subvention complémentaire. Voilà, et franchement, eh ben, elles en font des heures. Donc moi, je leur ai demandé déjà qu'elles notent toutes les heures qu'elles font, aussi pour que les élus se rendent compte du travail de fourmi qui est réalisé sur le territoire, et tout ce qu'elles peuvent apporter par voilà, le service qu'elles apportent aux habitants. D'accord, ok. Ok, parce que ouais, je pense que ça pourrait être intéressant de, enfin, ça rejoignait un petit peu la question précédente des équivalents temps plein. Je comprends que c'est pas la même chose d'embaucher quelqu'un ou d'avoir justement de pouvoir s'appuyer sur des prestataires, mais quand c'est des associations, c'est vrai que ils sont pas, enfin, les associations sont pas à but lucratif, mais au moins de pouvoir un petit peu ouais, enfin, compenser tout le temps passé, parce que c'est souvent Tout à fait. Alors, par contre, pour certaines d'entre elles, alors déjà, elles mettent à disposition avec un coût, hein, donc il y a pour les gros broyeurs. Pour la plupart d'entre elles, elles proposent 10 € de l'heure pour le gros broyeur. D'accord. Et moins pour d'autres. Enfin, chacune en plus a son système, hein. Sur les 10, voilà, il faut payer une adhésion, etc. Et donc, pour la plupart d'entre elles, elles arrivent quand même à équilibrer leur budget avec cette mise à disposition payante, quoi. D'accord. Oui, oui, équilibrer le budget de l'association, oui. Mais par contre, les personnes qui passent du temps, il n'y a pas… Eh ben, elles sont bénévoles, hein. Oui, oui, c'est ça. Mais par contre, elles sont, comment vous dire, elles ne vont pas broyer chez les gens. Hein, D'accord. ce sont par contre, on a une personne habite telle commune, elle appelle leur responsable de telle association, il y a une réservation du broyeur où elles ont fait leur système de réservation, et après la personne vient chercher le broyeur à un endroit bien déterminé. D'accord. C'est pas tout le temps, c'est pas des associations forcément qui vont se déplacer. Ok, non, mais pour connaître le système, du coup, on peut aller sur le site de Moche Communauté, on a les différentes associations. Ok, merci. Je vous en prie. Et on va prendre une dernière question, on va terminer. Je crois que Mélanie avait souhaité poser une question, si vous voulez bien allumer votre caméra. Voilà. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Je reviens sur la question des tentes pour les stades sportifs, donc je vous remercie d'avoir répondu. Par contre, voilà, moi je rencontre une problématique, c'est que nous, le service technique, met en place des bains de 10 mètres cubes pour les stades, et chaque agent qui tombe
la pelouse des stades, mettent donc la tonte dans la benne. Au fur et à mesure, ça monte. Ce qui se passe en dessous, donc bien sûr, vous devinez, ça pourrit. Donc, nous, on voudrait vraiment faire quelque chose. Donc, 10 mètres cubes, ça fait pas mal quand même. Donc, à vider. Voilà, nous, on essaye de trouver vraiment la solution. Alors oui, vous dites un peu de paillage, mais au bout d'un moment, esthétiquement, peut-être que la commune ne voudra pas faire ce type de valorisation. Est-ce que le compostage, j'imagine qu'il faut une grande plateforme pour pouvoir composter tout ça. Voilà, je veux vraiment avoir une solution concrète. Qu'est-ce que vraiment vous me proposez? Moi, j'ai envie de dire, c'est la gestion différenciée pour les espaces verts et qui capte un petit peu la façon dont, enfin, pour toutes les communes qui sont passées en gestion différenciée des espaces verts, leur tonte, elles les gèrent. Comme Oui. disait Nicolas, vraiment, c'est plus un souci. C'est comme les gens qui jardinent au naturel. Le puceron, c'est plus un problème. Ouais. C'est exactement la même chose. Et les pucerons, il y en a un petit peu, hop, ça se gère tout seul. Alors, le parallèle est complètement différent, mais quand même, faut passer à l'étape supérieure et globale et plus de besoin, quoi. Ça nécessite un accompagnement, mais ça veut dire peut-être de la formation, aller voir des communes qui n'ont plus besoin de gérer leur tonte, par exemple. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit là, notamment sur la formation, d'aller faire des visites de terrain sur toutes les communes qui peuvent être un petit peu récalcitrantes, trouver vraiment cette question des tontes problématiques, emmenez-les voir des services techniques qui les compostent, qui les utilisent en paillage, qu'ils échangent vraiment ensemble entre pairs. Et très vite, on se rend compte que, voilà, comme ce qui a été dit, la tonte, elle va partir en compost, elle va se transformer en terreau. Et derrière, en plus, on fait des économies à la gérer autrement qu'à l'entasser dans une benne. D'accord. Après, je reviens sur l'acteur qui a été présenté en début de session, la Fredon. Il y a plein d'antennes au niveau national et souvent c'est une mine d'informations, une ressource, un partenaire ressource très important à intégrer dans ces projets-là. D'accord. Bon, on vous a donné Ben, super, merci. Eh bien, on va clôturer ce webinaire. Si vous êtes d'accord, j'aimerais bien voir tout le monde, si ceux qui souhaitent allumer leur caméra, ceux qui souhaitent, ceux qui peuvent, pour se dire au revoir. Merci à tous alors d'abord, merci aux intervenants d'avoir pris sur leur temps pour participer à ce webinaire et transmettre un peu leur connaissance, ou en tout cas leur retour d'expérience, voilà, sur ce qu'ils ont pu mettre en œuvre. On est allé au-delà des frontières de l'Occitanie, mais je pense que ça peut être intéressant parfois d'aller voir ce qui se fait ailleurs sur d'autres territoires pour pouvoir les mettre en œuvre chez nous. On a l'habitude de dire que les déchets verts, on n'a pas les mêmes quantités dans le sud que dans le nord, mais en fait, dans le nord, ils ont des plus grandes quantités que nous, et du coup, ils ont déjà pris un petit peu d'avance sur la manière de les gérer, puisqu'il fallait qu'ils fassent vite, et ils ont des gros enjeux, parce que moins 50% sur Mauges Communauté, c'est un bel enjeu quand même. On verra. Bon, sur l'Occitanie, on est plutôt autour de 20%, du coup, hein, l'objectif, c'est de diminuer. Mais on part de plus loin, par contre. Pardon? On part de plus haut. Oui, c'est ça. On est à 74 kilos de déchets verts par an et par habitant. C'est un petit peu moins que vous. Et puis, merci à tous de vous être connectés. Donc, je vous ai dit, je vous enverrai le lien et les informations suite à ce webinaire. Bien sûr, n'hésitez surtout pas à adhérer au RCCO pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Je vous informe aussi que dans chacun des départements, il y a des ambassadeurs du RCCO, dans le Gard, dans l'Hérault, dans l'Aude, en Lozère, peut-être pas encore en Lozère, mais en tout cas, dans pas mal de départements, il y a des ambassadeurs qui peuvent être des bons relais de terrain. Et je en profite pour faire une dernière petite information, c'est que le réseau Compost Citoyen National organise cette année son séminaire sur notre territoire en Occitanie, et plus particulièrement dans l'Hérault, à Metz.
Et donc, ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'avoir cette information, eh bien, allez sur le site du RCC ou du RCCO. Et puis, si vous le souhaitez, eh bien, venez nous rejoindre et participer à ce séminaire de 3 jours qui est du 28-29 novembre au 1er décembre, je crois. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et puis au plaisir de vous rencontrer sur vos territoires une prochaine fois. À bientôt à tous. Au revoir.